Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis un résumé de livre la dernière fois, donc voici le premier que nous allons découvrir ensemble, ces habitudes qui font grandir votre talent. Alors, l'auteur Fumio Sasaki, c'est un auteur japonais d'une quarantaine d'années qui a déjà écrit 2 best-sellers concernant les habitudes et également le minimalisme qu'il pratique depuis quelques années. Et dans ses ouvrages, il explique qu'avant, il était alcoolique et c'était un marginal. Et qu'en fait, depuis qu'il a adopté cette discipline et ses habitudes quotidiennes, ça a tout simplement changé sa vie. Donc voyons ce qu'il nous explique. Lecture de mon intro personnelle. Oui, alors attendez, j'ai oublié de vous parler de ça. J'avais envie de vous donner une petite astuce. Quand je lis un bouquin, quand je finis un bouquin, j'écris un résumé de mes observations ou de l'histoire parce que j'ai tendance à oublier les histoires. Alors sur des livres théoriques comme ça, c'est pas dérangeant parce qu'on se souvient des principes, mais sur des romans de développement personnel, des petits romans comme ça, des petites histoires, c'est bien de noter en fait un résumé parce qu'on a tendance à oublier et parfois c'est sympa de se remémorer les bons livres pour pouvoir les conseiller. Donc c'est pour ça que je disais, je vais vous remettre, voilà, lecture de mon intro personnelle. J'ai adoré ce livre, mais j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Il est dense et parfois il faut laisser les idées maturer avant de poursuivre. Le recul et la sagesse enseignés dans ces pages sont immenses. Le concept des habitudes est la clé de la réussite. En d'autres termes, je vous conseille réellement de le lire. Pourquoi ? Parce qu'un résumé, ça ne va pas vous apprendre tous les principes qui sont décrits dans ce livre. Je vais pouvoir vous donner les idées principales, mais c'est quand même sympa de l'appréhender par soi-même. Donc je vous le conseille vivement. Alors on y va. Le livre commence par une citation d'Aristote qui résume totalement tout ce que l'on va étudier dans ces pages. Ça dit « L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. » Dans cet ouvrage, Fumio Sasaki s'attaque à 2 concepts. Il parle de talent, il parle d'effort. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que ces mots, on les emploie à tort et à travers, qu'on ne sait pas les utiliser. Aujourd'hui, en 2021, quand quelqu'un parle de talent, on a tendance à croire qu'on parle d'un cadeau du ciel, quelque chose qui est inné, dont on naît avec. Or, dans son ouvrage, il vous explique bien que le talent se construit et que c'est jour après jour, avec justement en faisant des efforts, qu'on va construire notre talent. Donc première erreur. Deuxième erreur, c'est la notion d'effort. On a tendance à imaginer quelqu'un serrer les dents dans la souffrance, alors qu'en fait, on nous explique bien dans cet ouvrage que quand on met en place des habitudes quotidiennes, les efforts deviennent tout simplement naturels. Chapitre 1, la volonté. Alors vaste sujet. Fumio Sasaki commence le chapitre en parlant de l'oisiveté. Je pense qu'il fait référence en fait à cette période où il était marginal, où il était sans emploi, qu'il essayait d'écrire mais qu'il n'y parvenait pas et qu'il errait comme ça dans son appartement et qu'il buvait la plupart du temps. Et il explique qu'en fait quand on n'a pas de projet, quand on n'a pas d'objectif et qu'on n'a rien à faire, on ne peut pas être heureux. Alors Gandhi l'a dit dans cette citation quand il dit « L'indolence est un état agréable mais pénible, nous devons faire quelque chose pour être heureux ». Et d'autant plus aujourd'hui, en pleine crise de Covid, on le sait tous, quand on n'a pas d'objectif, on ne peut pas s'épanouir. Donc la volonté dépend de ça. Au moins, on va en faire dans nos journées, au moins on aura de volonté. Ensuite, il aborde la notion de minimalisme. Le minimalisme lui tient beaucoup à cœur et il explique avec des mots très simples, mais aussi avec des expériences scientifiques, que quand on nettoie sa maison, on nettoie son esprit, tout simplement. Lui, ça lui a servi de bouée de sauvetage dans sa vie. Et puis, il parle du désastre engendré par les bonnes résolutions. Alors, j'adore ce passage, parce qu'on connaît tous ça, les bonnes résolutions. On a tous et toutes, un 31 décembre, affirmé que nous allions arrêter de fumer, que nous allions commencer à courir, que nous allions perdre du poids, peu importe ce que nous décidions, nous avions des bonnes résolutions. Eh bien, Fumio Sasaki nous explique que c'est vraiment une très grosse bêtise de faire une chose pareille. Tout simplement parce que les sondages montrent que les personnes qui font des bonnes résolutions ne les tiennent tout simplement pas. Il y a uniquement 8% de la population qui va réussir à s'y tenir, contre 92% qui vont lamentablement échouer. Et cet échec va laisser penser qu'ils n'ont aucune volonté. Or, c'est totalement faux. Découvrons la suite. Comment fonctionne la volonté ? La volonté, c'est un système de récompense
et de pénalités. Le problème, c'est que l'humain, a du mal à visualiser les récompenses à long terme. Donc on a cette notion de récompense à court terme et de récompense à long terme. Je vous donne un exemple. Si vous voulez perdre du poids, la récompense à court terme, ça va être de vous jeter sur une sucrerie parce que vous avez faim ou sur quelque chose qui vous fait plaisir. La récompense à long terme, ça va être de suivre votre régime jusqu'à ce que vous perdiez le poids que vous vouliez. Et bien l'humain a du mal à se projeter et à visualiser cette récompense à long terme. Donc vous l'aurez compris, on a tendance à se jeter sur toutes les récompenses à court terme, qui ne sont pas toujours bénéfiques. Donc dans le chapitre, il fait beaucoup de références scientifiques, je ne vais pas toutes les reprendre parce que ce sera trop long. On va s'arrêter sur l'expérience du marshmallow, que je vous incite vivement à aller rechercher sur internet pour avoir plus de détails. En gros, c'est une expérience qu'on a fait avec les enfants pour savoir si la volonté était innée. On a pris des enfants de 4-5 ans, on leur a proposé 2 options. On leur met des marshmallows devant eux, on leur dit si tu les manges tout de suite, tu as perdu en gros. Par contre, si tu attends 15 minutes, on t'en mettra plus, tu auras le double de la quantité. La majorité des enfants craquent et mangent le marshmallow. Surtout, vous allez voir, il y a des modes de fonctionnement pour cette expérience. À un moment donné, l'adulte qui donne les instructions sort de la pièce. Et à ce moment-là, les enfants craquent. Mais il est aussi dit que dans cette expérience, avant de craquer, ils doivent appuyer sur un buzzer. Et vous verrez plus tard à quel point ce buzzer est important. On y reviendra. Donc en gros, cette histoire montre que la volonté en fait est innée. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage d'individus de ces enfants qui ont résisté naturellement et un pourcentage d'enfants qui va craquer. Eh bien, les études montrent que les enfants qui ne craquent pas aux tentations rapides et qui arrivent à patienter ont des meilleurs résultats scolaires, parce que c'est une expérience en fait, pardon, j'ai oublié de le préciser, qui a suivi ces enfants après jusqu'à l'âge adulte. Et ceux qui avaient résisté au marshmallow avaient des meilleurs résultats scolaires, avaient une meilleure carrière en général, avaient une meilleure situation familiale, avaient une vie beaucoup plus stable. Donc c'est terrible, parce qu'à la fin de ce chapitre, on aurait tendance à se dire, mais alors si la tentation et la volonté d'y résister est innée, comment fait-on ? Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Déjà, il faut mieux comprendre la volonté. Il faut savoir que la volonté diminue avec le temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le matin, quand vous vous levez, vous avez un capital volonté qui est au maximum, mais qu'au fur et à mesure de votre journée, il va diminuer. C'est pour ça qu'on dit souvent, commencez par les tâches que vous aimez le moins, parce qu'il est probable qu'à 19h le soir, vous n'ayez vraiment pas envie de les réaliser. La volonté diminue quand on ne fait rien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'oisiveté et sur cette situation de confinement et de Covid. Si vous n'êtes pas dans l'action, parce que l'être humain est un être qui est fait pour être dans l'action, vous ne serez pas heureux et votre volonté va diminuer. Après, c'est un cercle vicieux. Troisième point, la volonté est influencée par nos émotions. Et oui, il ne suffit pas d'avoir une conscience, tout ça est dicté par nos émotions. Donc, je vous donne un exemple. L'autodépréciation, quand vous n'avez pas de volonté, justement, que vous n'accomplissez pas les tâches ou que vous n'atteignez pas vos objectifs, ça va vous déprimer et cette autodépréciation va diminuer votre volonté. L'effet inverse, par exemple pour les sportifs, un marathonien qui court et qui entend la foule qui le supporte et qui l'applaudit, ça va lui donner le courage pour les derniers mètres. Donc attention aux émotions. Le test du marshmallow avec un changement de contexte. Là, on a pris ce même test, on a pris les enfants et on leur a mis en tête des idées positives. C'est-à-dire qu'avant de sortir de la pièce, l'adulte leur donnait des images, par exemple, disait aux enfants, pensez à quelque chose qui vous fait plaisir, des scènes amusantes, quelque chose de positif. Et bien, les enfants qui faisaient ça résistaient plus longtemps à manger le marshmallow. Tandis que les enfants à qui on mettait en tête des idées négatives mangeaient le marshmallow beaucoup plus rapidement. Donc on voit à quel point les émotions peuvent influencer. Ensuite, Fumio Sasaki nous parle du système chaud et du système froid. Quand il parle de système chaud, il parle du cerveau reptilien en fait, de toutes ces commandes qui sont automatiques et que nous prenons en fait sans nous en rendre compte, la partie inconsciente. Et le système froid est en rapport avec notre conscience, le fait de penser et donc cette partie de la conscience que l'on peut entraîner, tout simplement. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si vous choisissez un morceau de musique sur un jukebox, c'est votre conscience qui travaille, c'est le système froid, c'est votre cerveau qui va dire « je veux écouter ça ».
En revanche, si vous êtes dans votre voiture, ou pas forcément que vous êtes en train de marcher et que d'un coup vous commencez à fredonner une chanson, c'est votre système chaud. Parce que vous n'avez pas décidé de fredonner cette chanson, ça s'est fait automatiquement. Un autre exemple, les somnambules. Les somnambules arrivent à faire des activités complexes comme conduire ou cuisiner alors qu'ils sont endormis et que seul leur système chaud fonctionne. Ils n'ont pas conscience de faire ces choses-là. Et bien Fumio Sasaki, il veut nous apprendre quelque chose avec ses expériences. Il veut nous dire qu'à partir du moment où la conscience est engagée, les choses se compliquent. Et que le fait de rester dans des habitudes et dans des comportements automatiques, ça va nous faciliter la vie. C'est un peu sa transition pour aller vers les habitudes. Donc en fait, qui est aux commandes? La conscience ou l'inconscient? Voilà son tremplin pour passer au chapitre 2, l'habitude. Alors, les habitudes, c'est quoi? Une habitude, c'est une action que l'on accomplit sans y penser, sans faire appel à notre conscience. Je vous donne encore un exemple pour que ce soit plus imagé. Le matin, quand vous vous réveillez, vous faites tout de façon habituelle, c'est-à-dire que tout est automatique. Vous vous levez, vous vous lavez les dents, vous prenez votre douche, vous préparez le petit déjeuner, le café. Toutes ces actions pour vous sont faciles. Maintenant, si vous regardez vos enfants, pour eux, c'est très difficile. Tout est beaucoup plus long. Choisir les habits, lasser ses chaussures, se laver les dents, à tel point que nous, adultes, des fois, ça nous met hors de nous parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment des tâches aussi simples peuvent être aussi laborieuses pour eux. Et le pire, c'est quand ils s'endorment de fatigue après avoir fait tout ça. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'avoir votre enfant qui s'endort dans le trajet aller de l'école parce que le fait d'avoir lassé ses chaussures et de s'être habillé l'a trop fatigué? Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Donc on se rend compte que quand la conscience intervient, les choses sont plus laborieuses, c'est difficile, on a besoin de penser. Alors que quand la conscience n'apparaît pas, c'est que la tâche est automatique, la tâche est facile. Tout ce que vous faites sans y penser est facile. Quand vous conduisez, vous ne pensez à rien. Des fois, vous oubliez même le trajet. Alors qu'un jeune de 15 ans qui passe son permis de conduire, dans sa tête, c'est une horreur. Il réfléchit à tout. Il vérifie les rétroviseurs. Il réfléchit à sa pédale pour passer les vitesses. Il réfléchit à accélérer, freiner, les panneaux de signalisation. Il y a tellement d'informations que tout est très laborieux. Voilà quelques exemples pour vous montrer la différence entre conscience et inconscient. Et on va s'attaquer aux habitudes pour que votre vie devienne plus facile et que vous adoptiez tous ces mécanismes de façon inconsciente. Donc en conclusion, le corps fonctionne parfois seul, mais la volonté ne dépend pas seulement de notre conscience. Donc pour simplifier tout ça, nous allons adopter de bonnes habitudes. Alors les habitudes, les 3 éléments de l'habitude, ça se décompose en signal, routine, récompense. Le signal, c'est quoi? C'est le déclic qui va faire que vous allez faire quelque chose. Il peut être positif, pour une bonne habitude, mais il peut être aussi négatif. Par exemple, les fumeurs sauront qu'en général, le café, c'est le signal de la cigarette. Le café appelle la cigarette. Eh bien, nous allons nous concentrer à trouver des signaux pour mettre en place des bonnes routines. Car une routine va vous permettre de retrouver un état mental calme et d'obtenir un résultat identique à celui de l'entraînement. Alors, l'habitude. 45% des actions quotidiennes sont des habitudes. Les actions complexes peuvent être réalisées sans solliciter la conscience. La conscience est sollicitée en cas de problème. L'habitude est déclenchée par un signal et effectuée en vue d'une récompense. Répéter continuellement une action opère des changements dans le cerveau. Donc vous avez compris le terme de signal. Il va falloir qu'on réussisse à mettre en place des signaux pour vos habitudes. Et ensuite, les récompenses, elles vont être de 2 types, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous allez avoir des récompenses rapides et des récompenses à long terme. Sachez que les récompenses à long terme sont toujours les récompenses les plus intéressantes. Elles sont difficiles à visualiser, mais ce sont les plus précieuses. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Là, c'était vraiment les aspects théoriques et les principes. Maintenant, on va vous parler des exemples et des bonnes habitudes à adopter. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler des 50. J'ai sélectionné les plus importantes. Si jamais vous voulez que je vous envoie le sommaire des 50, je pourrais vous envoyer une photo. Et puis, nous pourrons en discuter aussi la prochaine fois, demain, lorsqu'on se verra. Donc, le plus important, mettre fin au cercle vicieux. Nous finissons par perdre notre volonté à cause des sentiments négatifs. Instinctivement,
nous choisissons les récompenses immédiates, avec pour résultat des excès et de l'oisiveté. Puis, nous regrettons ces actions. Ces regrets suscitent stress, perte de volonté. Ce cercle vicieux, on le connaît tous, et l'important, c'est vraiment d'y mettre fin. Et ce sont les bonnes habitudes qui vont nous permettre de faire ça. Alors, Fumio Sasaki parle beaucoup d'écrivains, parce que lui-même étant écrivain, il prend beaucoup d'exemples sur les écritures de romans, les choses comme ça. Et il a un chapitre donc sur l'inspiration, que je vous ai repris là, mais je vous conseille de lire aussi le livre Tic et Toc des grands génies, parce que ça parle aussi de cette inspiration qui ne doit pas s'attendre, qui doit se cultiver. C'est aussi ce que prend Elizabeth Gilbert, je vais vous le remontrer. Attendez, je vais remettre la... Est-ce que je vais réussir à remettre la caméra? Oui. C'est aussi ce que prend ce livre Big Magic, que je vous résumerai une autre fois, mais également sur l'intuition. Fumio Sasaki dit la même chose, qu'en fait l'intuition ça se travaille. Et donc il donne quelques exemples sur les tic et toc parce que les grands génies avaient des bonnes astuces pour travailler cette inspiration et cette intuition. Alors, modifier ses croyances, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui se sont mis des choses en tête, ou peut-être même que c'est leur famille et leurs parents qui leur ont mis ça en tête, depuis leur plus jeune âge, et qui du coup vont modeler leur vie alors que ce n'est pas forcément vrai. Par exemple, les gens qui disent « Ah non, je ne peux pas me coucher tôt pour me lever tôt parce que je suis un oiseau de nuit », et bien peut-être qu'en fait ce sont simplement des croyances et que si vous essayez avec une discipline de vous lever plus tôt, ce sera plus facile que si vous êtes convaincu que vous n'y arriverez jamais. Ou alors les gens qui ont tendance à grossir et qui laissent tomber totalement de leur hygiène de vie en disant « Oui, bah, de toute façon, dans ma famille c'est génétique, on est tous gros ». Bah, c'est sûr que si on part de ce principe-là, ou on peut parler d'alcoolisme aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'hérédité et qui se disent fatalement je serai alcoolique parce que dans ma famille ils l'étaient tous, et ben non. Sachez que vous avez une volonté, vous avez un libre arbitre qui peut se travailler. Les habitudes clés et leur effet domino positif. Alors les habitudes clés c'est quoi? Bah, ce sont les choses les plus simples. Je vais revenir à la caméra parce que ce sujet m'anime. Les habitudes les plus importantes, c'est le sommeil. Ça, c'est vraiment la base. Il faut avoir un bon sommeil. Alors après, à vous de savoir si vous avez besoin de 6, de 7, de 8 heures. Peu importe. Chacun a des besoins différents. Mais le sommeil est primordial. Donc, vous vous couchez à une heure raisonnable pour vous lever à l'heure qui vous correspond le mieux. L'alimentation, pareil, c'est quelque chose de basique, mais c'est quelque chose d'important. Si vous mangez que des plats transformés, des sucreries... et des aliments de mauvaise qualité, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour vos journées. Ça paraît évident. L'activité sportive, alors on ne vous demande pas de courir un marathon tous les jours, mais avoir une hygiène de vie, bouger un minimum, surtout en ces temps de confinement, c'est essentiel. Trouver quelque chose qui vous plaît, que ce soit le yoga, l'aérobic, la marche en nature, peu importe, mais ayez une activité physique régulière. Qu'est-ce que nous avons donc? La méditation, ça on en parlera parce que c'est développé aussi après. Il nous parle aussi, je vais reprendre mes notes, tenir un journal de bord, ça peut être une très bonne habitude de base parce que en fait ça vous permet de voir vos progrès et de mieux vous connaître, de connaître vos limites, vos faiblesses et de mettre en place vraiment quelque chose qui fonctionne pour vous. Le minimalisme revient encore une fois. Le minimalisme est de façon générale ranger votre maison, que les choses soient organisées, que ce soit pas le bazar, ça va vous permettre de vous sentir mieux aussi dans votre tête. Si c'est rangé à l'extérieur, c'est rangé à l'intérieur. Et voilà pour les habitudes de base en fait. Et ces habitudes-là, on dit qu'il y a un effet domino parce que tout est un cercle vicieux, aussi bien positif que négatif. Une fois que vous arrivez déjà à mettre ce noyau de bonnes habitudes, avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie et un environnement dans lequel vous vous sentez bien, et ben ça va provoquer en fait des améliorations dans tout le reste, dans votre estime de vous, dans votre confiance, dans votre volonté. Tout ça, ça s'imbrique et ça fait que les choses s'améliorent au fur et à mesure. Alors, je reprends la présentation. La méditation, donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas développée. La méditation, elle est cruciale. Alors, pour ceux qui n'y sont pas habitués, je vous conseille de commencer à l'adopter parce qu'elle est vraiment pleine de bienfaits. Et l'avantage, c'est qu'elle donne une récompense immédiate. Parce que la méditation, dès qu'on commence un peu à la pratiquer, vous verrez qu'après 5-10 minutes, vous vous sentez super bien. Vous vous sentez plus léger, plus concentré. On arrive très vite à sentir en fait les bienfaits de la pratique. Donc, normalement, c'est pas trop difficile à adopter.
La motivation n'arrive pas avant de commencer. Ça, c'est un principe qu'il faut absolument comprendre. Trop de gens pensent que parce qu'ils manquent de motivation, eh ben, ils vont pas réussir à faire les choses. Non, il faut vous prenez le problème à l'envers. C'est le fait de commencer une action qui provoque la motivation. Et ça, c'est très important à intégrer. Et c'est vraiment ce qui va expliquer tous les points à venir de ce livre, c'est que il faut vous mettre dans l'action, même si c'est qu'une minute, vous verrez les techniques de baby step après, il faut y aller pour que la motivation arrive. Abattre les obstacles. Alors ça, c'est hyper simple, ça paraît bête, mais c'est vraiment la base du mécanisme. C'est-à-dire qu'au plus il y aura d'obstacles sur votre route, au moins vous allez adopter les bonnes habitudes. Je vais vous donner 2 exemples. Enfin, je ne vais pas vous donner, pardon. Fumio Sasaki donne 2 exemples dans son livre. Il parle d'Amazon. Tout le monde connaît Amazon. Mais est-ce que vous savez pourquoi Amazon est le meilleur site de e-commerce? Pourquoi est-ce que c'est le meilleur? Et bien tout simplement parce que Amazon, il a abattu tous les obstacles lors de votre commande. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est automatisé. Il enregistre vos adresses, il enregistre vos moyens de paiement. Vous avez carrément une touche acheter en un clic. Vous n'avez plus rien à rentrer comme information. Tout se fait automatiquement. Ils ont même inventé maintenant les achats, comment ça s'appelle, répétitifs. C'est-à-dire que si vous achetez du café ou je sais pas, un produit que vous avez besoin de renouveler régulièrement, vous pouvez cocher une petite case qui fait qu'en fait l'achat va se faire automatiquement et vous allez le recevoir dans votre boîte aux lettres sans plus y penser. Donc ils enlèvent les obstacles. Si vous connaissez Alexa, cet appareil qui marche avec Amazon et qui en fait contrôle toutes vos commandes à la maison, c'est pareil. Alexa vous aide à enlever tous les obstacles. Tout devient accessible juste à la voix. Vous pouvez lui demander d'allumer les lumières et même de commander vos produits sur Amazon. Vous dites Alexa, bonjour, commande-moi ça sur Amazon et tout se fait automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de rentrer les numéros de votre carte bleue. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, une marathonienne japonaise très connue qui voulait s'entraîner, mais qui par temps froid était très frileuse et le matin quand elle se réveillait pour faire son entraînement quotidien à 5h du matin, elle détestait se changer, pour elle c'était tellement contraignant qu'il y a des jours où elle sautait son entraînement rien qu'à cause de ça. Et ben elle a décidé d'enlever l'obstacle du pyjama, enfin du fait de se changer, et au lieu de devoir se changer, et ben elle allait courir en pyjama. Et depuis qu'elle a adopté cette habitude-là, elle n'a plus jamais manqué un entraînement. Donc, ça peut vous paraître bête, mais si vous voulez, je vous donne un exemple pour vous-même, je sais pas moi, si vous voulez faire un petit peu de sport le matin, mais que pour cela, eh ben, il faut sortir un tapis ou du matériel qui est sous un lit ou au fond d'un placard, vous changer, avoir plein d'actions avant de pouvoir commencer, ça va vous décourager. Donc, pensez à simplifier, c'est le principe du minimalisme, on peut l'adapter ici aussi. Pensez à simplifier les circuits pour accéder tout de suite à la tâche que vous avez à faire. De l'autre côté, on peut faire ça aussi pour dresser des obstacles quand on veut lutter contre quelque chose. Ça marche dans les 2 sens. Je vous donne un exemple. Si vous voulez faire partie de ces personnes qui se lèvent à 5h du matin pour respecter, comme on appelle le Miracle Morning et être beaucoup plus productif, mais que vous n'arrivez pas à vous réveiller, vous mettez votre téléphone à l'autre bout de la maison et croyez-moi, le fait qu'il sonne et que vous deviez vous lever et traverser toute la maison pour aller éteindre le réveil, ça va vous donner une chance de vous réveiller, plutôt que s'il est à côté de vous et que vous appuyez tout de suite sur la touche repeat. Fourchette de la main gauche, pour ceux qui mangent trop vite et qui n'arrivent pas justement à faire des efforts de ce côté-là, mangez avec la fourchette de la main gauche. Vous verrez tout de suite que cet obstacle vous permettra de mieux respecter votre rythme du repas. Et un exemple connu, parce que c'est toujours sympa d'avoir des références célèbres, Victor Hugo demandait à ses employés de maison de cacher ses vêtements de façon à ce qu'ils ne puissent pas sortir et qu'il soit sûr de rester enfermé chez lui pour travailler et écrire. C'était un bon vivant qui aimait échanger en société et du coup il avait trouvé cette astuce pour être sûr de se consacrer à son travail les jours où il devait avancer dans ses projets. On passe au point de fractionner. Alors fractionner, ça veut dire commencer, quand vous avez une grosse tâche à faire, commencez à la découper en petites tâches pour qu'elle soit moins impressionnante. Le secret pour avancer, c'est de commencer. Le secret pour commencer, c'est de découper les tâches complexes et trop importantes en petites actions facilement réalisables. Puis d'entreprendre la première. C'est une citation de Mark Twain. Ensuite, il faut viser des objectifs ridicules. On appelle ça des baby steps. Je vous en avais déjà parlé une fois, il me semble, pendant une formation un vendredi.
c'est que en fait, quand vous mettez des objectifs trop hauts et inatteignables, ça va vous créer un sentiment, ça va vous dévaloriser si vous ne les atteignez pas et après vous allez tout simplement abandonner. Alors que si vous vous mettez des objectifs ridicules du genre, bon bah j'aime pas faire du jogging mais je vais aller courir 1 minute par jour, le fait de vous habiller, d'y aller, de commencer, même si c'est que pour 1 minute, vous allez adopter cette habitude. Et puis au fur et à mesure, vous allez rajouter 5 minutes, puis 5 de plus et 5 de plus, et après les choses se font naturellement. Être régulier et faire au quotidien. On ne pourra ajuster la fréquence que lorsque l'habitude sera intégrée. Ça, c'est un point super important. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que en faisant tous les jours que ça devient une habitude. Si vous commencez à sauter des jours, ça ne fonctionne pas. Si vous dites, bon, bah, cette semaine, je vais courir 2 fois, la semaine prochaine, je vais courir 2 fois, et puis la semaine d'après, j'ai un peu plus de temps, 3 fois. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous les jours, vous le faites, même si c'est que 10 minutes. Et le jour où c'est une habitude, vous pourrez décider de la fréquence. Mais il ne faut pas faire autrement. Une habitude, c'est d'abord au quotidien. Ne pas improviser les exceptions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous vous donnez la liberté d'annuler le jour même, vous n'arriverez à rien. Je vous donne un exemple, on va arrêter avec la nourriture, on va prendre l'exemple de se lever tôt. Si vous voulez adopter ce nouveau mode de vie et de vous lever plus tôt qu'aujourd'hui, et que les jours où vous êtes fatigué et que votre réveil sonne, vous dites « Oh non, ce matin, non, c'est pas la peine, ce matin, je m'accorde une matinée, je recommencerai demain. » C'est mort. Il ne faut jamais faire comme ça. Parce que vous allez craquer et du coup, si vous vous l'autorisez une fois, vous vous l'autoriserez plusieurs fois et à la fin, ça ne fonctionnera plus. Donc, vous avez le droit de vous accorder des pauses, mais il faut les programmer à l'avance. Donc, si vous décidez de faire quelque chose quotidiennement, mais que vous voulez avoir quelques pauses, et ben vous vous faites un emploi du temps et vous dites, bon, ben là, pendant une semaine, je fais ça. Et puis, au bout de 10 jours ou 15, et ben je vais m'accorder une journée off où je ne le ferai plus, mais c'est programmé. Comme ça, en fait, c'est décidé à l'avance. C'est pas vous qui, lorsque vous allez manquer de volonté, allez cesser de faire vos efforts quotidiens. Il n'est jamais trop tard pour se lancer dans une passion. Le plaisir ne naît pas du résultat, mais de la pratique. Alors ça, c'est un point super important. Et du coup, je vous remontre ce livre-là qui en parlait. J'en avais vite parlé la dernière fois sur cette copine qu'elle a qui était passionnée de skateboard et qui se remet au skateboard à 40 ans. Et ben en fait, il n'est jamais trop tard. Et Fumio Sasaki l'explique très bien aussi dans ce bouquin. Il dit que la récompense, elle n'est pas dans le résultat de l'action. La récompense, elle est dans le fait de faire l'action, dans la pratique en elle-même. Donc en fait, admettons, vous avez 75 ans, vous adorez le piano et vous dites non mais je ne vais pas me mettre au piano à 75 ans parce que le temps que j'arrive à jouer convenablement un morceau, je serai peut-être déjà morte. Et il ne faut pas réfléchir comme ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas le jour où vous allez réussir à jouer une sonate que vous allez être heureuse. C'est dès le premier jour, quand vous allez être nul et commencer à découvrir, que vous aurez déjà ce sentiment de plaisir. Donc en fait, il ne faut jamais s'arrêter au résultat. Il faut vraiment voir le chemin et c'est dans la pratique que vous allez tirer votre plaisir. Alors, avoir un emploi du temps pour se libérer des tourments du choix. Alors ça, c'est essentiel. Et là, je reviens à la caméra. J'avais oublié que je voulais vous présenter celui-ci aussi. Ça va être le prochain livre dont je vais vous parler. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Il est génialissime. Alors pareil, c'est un gros pavé, mais très intéressant. Et je le cite ici. C'est pas Fumio qui en parle, c'est moi. Parce qu'au niveau de l'emploi du temps, quand Fumio dit qu'il faut faire des emplois du temps et avoir des plannings, il n'explique pas comment en fait. Et dans ce bouquin, vous avez vraiment une méthodologie de fou pour réussir à vous mettre des programmes qui vous correspondent et qui sont vraiment efficaces. Donc je vous conseille celui-ci. Donc avoir un emploi du temps, annoncer des dates butoirs. Alors ça, c'est super important si vous voulez faire des progrès rapides. C'est-à-dire que si vous annoncez à votre entourage ou à vos amis ou peu importe à qui, ou si vous voulez écrire un livre et que vous dites à votre éditeur « je l'aurai écrit dans 6 mois », ça va vous mettre la pression et normalement une pression positive. Donc c'est toujours bien de dire je vais arrêter ou par exemple d'ici 1 mois j'aurai perdu 2 kilos et de l'annoncer. Comme ça en fait ça va vraiment vous donner un cadre et vous aurez envie de le respecter dans le temps imparti. Connaître ses limites et ses faiblesses. Alors ça paraît bête, mais c'est pas évident d'être honnête avec soi-même et de reconnaître ses limites. On a toujours tendance à se surestimer sur certaines choses, à se dévaloriser sur d'autres, et je pense que la clé du succès, c'est vraiment
de se connaître totalement, d'être transparent et de se dire bon bah là je suis peut-être pas très douée, là ça me convient pas, et au plus on sera vrai et authentique, au plus les progrès se feront sentir rapidement. Le mythe de la concentration. Pourquoi un TED dure 18 minutes maximum? D'ailleurs, ça me rappelle qu'il va falloir que j'accélère parce que je ne veux pas vous garder plus de 18 minutes étant donné qu'on dit que la concentration stagne à peu près à 20 minutes max, qu'on ne peut pas rester totalement concentré plus de 20 minutes. D'où la technique de Pomodoro, que je vous conseille également, que vous connaissez certainement, et pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, allez vous documenter sur Internet. C'est une technique qui va vous permettre de fractionner vos journées ou vos temps de travail sur des sessions de 25 minutes avec 5 minutes de pause, et comme ça d'alterner, et au bout de 4 sessions, vous avez le droit à une pause plus longue. Mais il est démontré scientifiquement que ça va augmenter votre productivité. Chérir les rendez-vous avec soi. Alors ça, c'est une super habitude à prendre. Il faut vous bloquer dans vos plannings des moments pour vous. Des moments où vous allez vous faire plaisir, où vous allez aller chez le coiffeur, où vous allez vous faire masser, où vous allez faire l'apéro avec des amis. Peu importe ce que vous allez choisir, des moments qui vous font du bien. Et le plus important, c'est pas ça, parce que ça encore, peut-être que vous le faites déjà. Le plus important, c'est de ne pas les annuler. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez prévu, disons, une séance massage le mardi à 18h et que le mardi à 17h, vous avez quelqu'un qui vous appelle pour vous aider sur quelque chose qui n'était pas prévu, vous allez annuler votre rendez-vous massage parce que vous allez faire passer les gens avant vous. Et bien, Fumio Sasaki dit qu'il faut prendre l'habitude de ne pas le faire. Et si vous n'y arrivez pas, transposez la situation comme si c'était, comment dire, comme si... vous parliez, enfin c'était pas pour vous mais pour un ami. Est-ce que vous alliez annuler des moments de... Non, là je me suis perdue, c'est pas ce que je voulais dire. Comment dire? Est-ce que vous annuleriez même si... Oh, j'ai perdu le fil de ma pensée. Attendez, je suis vraiment désolée les filles, je reprends mes notes parce que j'ai pas envie de recommencer depuis le début. J'ai complètement perdu... Alors, ne pas annuler à tort et à travers, faire comme si on s'était engagé auprès de son meilleur ami. Voilà, pardon, j'arrivais plus à transposer l'idée. En fait, imaginez que votre rendez-vous avec vous-même, c'est une promesse que vous avez fait à quelqu'un à qui vous tenez. Et en fait, vous annuleriez pas un rendez-vous avec quelqu'un d'important pour quelqu'un d'autre. Et bien, estimez-vous comme quelqu'un de très important et n'annulez pas ces rendez-vous avec vous-même. Les récompenses temporaires. Alors les petites récompenses temporaires, vous pouvez les mettre en place. C'est une façon de vous aider en attendant les récompenses à long terme. Je vous donne un exemple, encore avec la nourriture, on va dire que c'est un sujet universel. Si vous voulez vous réveiller à 5h du matin, évidemment c'est difficile au début, et ben prévoyez-vous un petit déjeuner qui vous fait plaisir. Achetez-vous votre brioche préférée, faites-vous un smoothie avec des fruits que vous adorez. Ayez une petite récompense qui va être immédiate et qui va vous motiver à sortir du lit. Mais sachez que cette récompense disparaîtra. Déjà parce qu'au niveau de la santé, c'est quand même pas top de bouffer des brioches tous les matins, on est bien d'accord. Mais humour à part, blague à part, vous allez voir que les bénéfices de votre routine matinale à long terme seront tellement agréables que vous n'aurez plus besoin de ces petites récompenses. Vous vous lèverez à 5h du matin avec plaisir et non pas par l'odeur de la brioche. Intégrer son équipe. Intégrer son équipe, ça veut dire intégrer un réseau de gens qui vont vous tirer vers le haut dans votre volonté de changer quelque chose ou dans votre intuition ou comment dire dans ce que vous voulez faire. Si vous voulez devenir auteur, et ben, commencez à trouver un réseau d'auteurs avec qui échanger. Si vous voulez devenir marathonien, inscrivez-vous dans un groupe. En plus, les réseaux sociaux, c'est super pratique. Pour ça, Arnaud nous le disait, les communautés, les réseaux, vous pouvez créer n'importe quelle communauté. Donc, si vous voulez devenir marathonien, créez un groupe de coureurs où vous allez échanger, vous donner les astuces, les techniques, vous tirer vers le haut. Si comme nous, eh ben, on est attiré par le coaching, le développement personnel, la qualité de vie au travail, tout ça, eh ben, sur LinkedIn, on va se relier à tous ces gens-là et puis faire partie en fait de ce cosmos et s'imprégner de toutes leurs idées. Donc avoir une équipe, c'est hyper important. Comme les plus grands sportifs, c'est très rare d'avoir des grands sportifs qui n'étaient pas dans des grandes équipes. C'est souvent l'environnement qui va vraiment forger votre talent. Faire et signer sa déclaration préalable. Alors ça, c'est tout simplement un engagement envers soi-même et le fait
de signer un papier, de faire une réelle déclaration, comme d'écrire un contrat avec soi-même, de prendre une feuille, un stylo, de s'asseoir et de dire clairement, voilà, moi, Lorena Caxia, en ce jour, j'atteste que je vais m'engager pleinement à cette tâche ou que je vais me consacrer, peu importe ce que vous avez choisi. Le fait de le mettre sur papier, de le dire à voix haute et de signer quelque chose d'officiel, ça va démarrer le processus. Inventer des pénalités. Alors ça, à votre guise, si vous êtes motivé par ça, vous pouvez vous mettre des pénalités. Alors en général, elles sont financières, hein, c'est ce qui marche le mieux. Par exemple, si vous décidez que vous devez écrire un bouquin dans 6 mois et que dans 6 mois et 2 jours, vous ne l'avez pas fini, ben, vous devrez payer, je ne sais pas moi, 500 € à une œuvre caritative ou 500 € à un copain si vous aviez parié avec un ami. Ou voilà, vous mettre un peu des pénalités financières. Bon, ça c'est... Je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Après, c'est le principe des clubs sportifs. Souvent, les clubs de très haut niveau demandent des abonnements très, très, très excessifs au départ. Et ben, c'est un peu le même principe. Eux, ils vous annoncent les pénalités dès le départ en guise de motivation, parce qu'une fois que vous aurez dépensé des sommes aussi énormes, ben, il est bien évident que vous allez faire le nécessaire pour progresser. Ensuite, toujours faire avec la possibilité de s'arrêter en chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jours où vous n'avez pas envie, eh ben vous faites quand même, parce qu'il ne faut pas abandonner avant d'avoir commencé, mais vous pouvez vous arrêter en chemin. Alors Fumio Sasaki conseille 80% en moyenne, c'est-à-dire que si vous devez faire une séance de sport de 1 heure, eh ben, faut faire au moins une demi-heure, facile. Après, bon, ça dépend de chacun, mais que ça ne sert à rien de vous en dégoûter non plus. Il faut vraiment savoir s'arrêter. Et il donne l'exemple de Hemingway. Alors là, du coup, c'est pas quantitatif, mais plus qualitatif. Hemingway, quand il n'arrivait plus à écrire, il se débrouillait toujours pour s'arrêter sur un passage où il connaissait la suite. C'est-à-dire que s'il est en train d'écrire un roman, il ne va pas s'arrêter quand il bloque et qu'il a une page blanche. Il va toujours s'arrêter à un moment où il a la suite. Comme ça, il sait que le lendemain, il n'aura pas de difficulté à s'y remettre. Il saura par où commencer. Bah, c'est le même principe. Quand vous devez arrêter quelque chose, arrêtez-le quand ça va bien. Et pas quand vous êtes totalement dégoûté, sinon le lendemain matin, vous n'aurez pas envie de vous y remettre. Ne jamais s'arrêter totalement. C'est le principe de l'habitude. Au plus vous allez mettre des pauses dans vos habitudes, au plus elles seront difficiles à reprendre. Donc, vaut mieux faire peu, mais faire tous les jours, que d'arrêter totalement. Et encore un exemple sur les écrivains. Fumio dit que les plus grands écrivains de best-sellers, les plus prolifiques, ne s'arrêtent pas entre 2 livres. Ils vont pas se dire, bon bah là je viens d'écrire un super roman, je prends une pause de 6 mois. Non, au contraire, en général ils l'enchaînent. À partir du moment où ils mettent les derniers mots sur un ouvrage, ils prennent une nouvelle feuille et ils entament directement le suivant. Ça leur permet de conserver ce rythme et ce flow en fait qui les anime. Enregistrer ses efforts. Alors là vous avez des petites applications, c'est ludique. Il y en a une qui s'appelle Way of Life, l'autre Momentum, et vous pouvez enregistrer vos habitudes, vos routines, combien de kilomètres vous avez fait. C'est un peu le même principe que les podomètres si vous courez ou des choses comme ça, mais le fait de visualiser en fait vos efforts, ça va vous motiver. Tout simplement parce que quand vous voyez des courbes en augmentation, vous n'avez pas envie que ça diminue, donc ça vous motive. L'aspect visuel est important. C'est le même principe, par exemple, quand on avait des calendriers, qu'on mettait des croix sur les jours où on avait accompli une certaine tâche et une chaîne commençait à se former avec ces croix. On n'avait vraiment pas envie de casser la chaîne, on n'avait pas envie de sauter un jour, c'est le même principe. On n'a pas envie de briser les maillons de la chaîne des habitudes. Apprendre à se reposer, connaître son rythme. Exemple, Stephen King qui ne travaille que le matin, mais il travaille tous les matins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il est malade, il travaille le matin. Le jour de son anniversaire, il travaille le matin. À Noël, il travaille le matin. Le 1er de l'an, il travaille le matin. Il n'a pas de pause, mais il travaille que le matin. Alors à vous de connaître votre rythme. On vit dans une société où on nous a fait croire qu'il fallait travailler de 8h à midi, prendre une pause et retravailler de 14 à 18h. Personnellement, j'en suis pas du tout convaincue. D'ailleurs, il y a un autre bouquin qui est sorti à ce sujet-là qui dit que travailler 4 heures par jour, c'est possible parce qu'on ne va pas travailler de la même façon. Peu importe, trouvez votre rythme et celui qui va vous permettre d'être le plus efficace. S'ennuyer avant de dormir, c'est une petite astuce que donne Fumio en disant que si vous regardez votre série préférée ou que vous faites quelque chose qui vous excite vraiment avant de dormir, ça va être compliqué d'aller se coucher parce que vous n'en avez tout simplement pas envie. En revanche, si dès 20h vous arrêtez toutes les activités qui sollicitent votre attention et que vous faites des choses plus calmes quitte à vous ennuyer,
Au moment de vous dire, bon, bah, c'est l'heure d'aller me coucher, vous aurez moins, d'appréhension à aller au lit. Les siestes éclairs. Les siestes éclairs sont hyper bénéfiques. Donc, il y en a qui sont adeptes, d'autres non. On ne vous oblige pas à faire la sieste, n'ayez crainte. Mais essayez, on ne sait jamais, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à augmenter leur productivité de 30% avec une petite sieste de 16 minutes. Il y a des études, donc allez voir un petit peu ce que disent les siestes. La nécessité d'échouer et la bienveillance face à l'échec. Eh bien, c'est tout simplement le fait de voir l'échec comme quelque chose de positif, parce que c'est ce qui va vous permettre d'apprendre ce qui ne fonctionne pas et de gagner du temps. Parce que si vous adoptez des habitudes qui ne vous servent à rien et que vous n'échouez dans rien, ben vous ne verrez pas que vous perdez votre temps. En revanche, si vous avez des échecs, vous allez comprendre que ce n'est pas fait pour vous et vous allez réajuster la direction. Et en ce qui concerne la bienveillance, là c'est l'exemple du meilleur ami que je ne trouvais pas tout à l'heure. Imaginez que vous parlez à votre meilleur ami vous dit « Ah ben j'ai échoué là-dedans, j'ai pas réussi », qu'est-ce que vous allez lui dire ? Vous allez le réconforter, vous allez lui dire c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, vous allez absolument pas lui dire oh t'es vraiment qu'un nul, moi j'aurais fait mieux que toi, non. Et ben parlez-vous à vous-même de la même façon que vous parleriez à votre ami. On a tendance à être trop dur avec nous-mêmes alors que naturellement avec les autres on a une attitude beaucoup plus empathique. Eh bien faites comme si vous parliez à votre meilleur ami. Quand vous allez échouer, ayez de la bienveillance. En combien de temps adoptons une habitude ? Certains disent 21 jours, d'autres disent 66 jours. Fumio dit que ça dépend de tout le monde en fait. Donc ne vous mettez pas en tête des chiffres. Commencez par des challenges. Il y a souvent des challenges de 1 mois pour commencer quelque chose. Essayez comme ça. Le seul indice qu'il donne, c'est que si vous avez peur de perdre une habitude, c'est le signe qu'elle n'est pas encore acquise. Donc il faut continuer. Augmenter progressivement la difficulté, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les baby steps. Créer ses propres habitudes, ça veut dire qu'il faut vraiment réussir à vous faire un programme personnalisé. C'est très bien de prendre les habitudes des autres, mais il faut les adapter à vous-même. Écoutez votre rythme, apprenez à vous connaître, regardez dans votre journal quelles sont vos réussites, quels sont vos échecs et adaptez la technique à vous-même. Il y a un auteur dont parle Fumio qui se lève à 3h30 le matin et il se couche à 3h30 du matin, et il se lève à 10h30. Il a découvert que c'était les horaires les plus productifs pour lui. Parce que jusqu'à 3h30, il arrive à travailler et à 10h30, il se réveille pour commencer sa journée. Eh bien, grand bien lui fasse, si ça fonctionne pour lui, peut-être que vous aurez un autre rythme, peu importe. N'ayez pas peur de créer vos propres habitudes. La persévérance plutôt que l'excellence, car c'est la continuité de vos habitudes qui fabrique le talent. C'est une phrase un peu récapitulative de tout le bouquin. Pas pour tout le monde. Alors ça, c'est une expérience marrante que vous pouvez aller voir sur Internet. Le psychologue Bar Schwartz, enfin c'est pas une expérience, c'est plus une analyse, qui divise les humains en 2 parties. Il y a les maximizers et les satisficers. Les maximizers, ce sont les perfectionnistes, ce sont les gens qui veulent toujours plus. Et les satisficers sont les gens qui se satisfont de ce qu'ils ont et qui sont heureux avec ce qu'ils ont. Bien, il est évident qu'en général, toutes ces routines et toutes ces habitudes pour exceller conviennent aux maximizers, pas forcément aux satisficers. Donc si vous adoptez tout ça, il se peut qu'il y ait des gens dans votre entourage qui vous disent « Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te fais du mal ? Pourquoi ci ? Pourquoi là ?» C'est normal, on n'est pas tous câblés de la même façon. Et ça ne sert à rien de parler de ces habitudes à des gens qui n'en ont pas besoin et de vouloir leur faire adopter des choses dont ils n'ont pas besoin non plus. Donc en fait, ce n'est pas fait pour tout le monde, à vous de savoir ce qui vous correspond. Et l'habitude de la gratitude et de la gentillesse, alors ça c'est simplissime mais tellement important et si tout le monde le faisait, le monde irait bien mieux. Ça prend 5 minutes par jour. Un petit peu de gratitude, un petit peu de gentillesse, ça change vos fonctionnements cérébraux. Honnêtement, le fait de vous focaliser sur les choses positives, ça vous rend plus heureux au quotidien et il faut le faire pour s'en rendre compte. Conclusion. Je suis contente parce que je commence à trouver ça long et je sens que vous allez décrocher à la fin. Donc je vous lis un petit passage. Je vais revenir à la caméra pour que ce soit le mot de la fin. Voilà. Alors, je vais vous lire les 2 citations que j'ai mis dans le PowerPoint qui résument très bien du coup ce bouquin et qui parlent de tout ce qu'on vient de dire, si j'arrive à trouver les pages. Alors, l'esprit est fait d'habitude. Changez votre esprit, change votre attitude. Si l'attitude change, le comportement change. Si le comportement change, les habitudes changent.
Si les habitudes changent, la personnalité change. Si la personnalité change, le destin change. Et si le destin change, la vie change. En fait, c'est vraiment une façon de vous prouver que si vous allez enclencher un levier, ça va agir sur un deuxième, ça va agir sur un autre, sur un autre, sur un autre. Et c'est le cercle vertueux qui fait qu'avec des petits pas, vous allez changer votre vie en fait. Il y a une autre personne qui disait un truc super que j'essaierai de retrouver, je ne l'ai pas en tête là, qui disait seuls les abrutis pensent que leur vie va changer alors qu'ils ne changent rien à leur quotidien. C'est exactement ça, c'est le pouvoir des petites choses et des petites intentions. Et puis une dernière citation que j'ai trouvée très belle. Les habitudes se construisent à l'instant présent. L'habitude est comme l'eau, dit William James. Elle creuse en elle un canal qui s'élargit et s'approfondit. Et après avoir cessé de couler, quand elle coule à nouveau, elle reprend le cheminement qu'elle a tracé auparavant. Quand l'eau s'écoule pour la première fois sur une surface plane, comme il n'y a aucun chemin tracé, son flux se disperse et se répand un peu partout. Mais un passage se crée au fur et à mesure. Il en va de même pour les circuits neuronaux. En réponse aux stimuli, des signaux électriques traversent les neurones et renforcent chaque fois les connexions neuronales. Il paraît que l'on devient ce que l'on pense. Cette maxime me semble tout à fait exacte. Donc voilà, je terminerai juste en vous disant que l'essentiel est dit en fait. Maintenant, la difficulté c'est toujours de passer à la pratique. Tout ça c'est très bien beau en théorie, ça fait rêver, mais c'est de l'adopter jour après jour. Et vraiment, je pense que les notions les plus essentielles, c'est que tout est possible, que même s'il y a des choses qui sont innées au départ, ou des facilités, ou je sais pas, en termes génétiques ou quoi, vous êtes vraiment maître de votre destin. Donc si vous décidez dans votre tête que vous allez faire quelque chose ou réussir quelque chose, vous y arriverez. Après, c'est juste une question de discipline et de travail régulier. Donc commencez par des petits pas et allez loin. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous vois demain. Au revoir tout le monde.